Donc bonjour à tous, comme d'habitude nous sommes enregistrés et pour ceux qui voudront voir la code de CAP en différé, il n'y a pas de problème. Donc aujourd'hui c'est la gestion des ressources et surtout la première partie s'appelle l'éco-conception. Nous lister les enjeux des acheteurs que nous avions fait la fois dernière, pardon. Et dedans, il y a en effet des problématiques liées à l'éco-conception, la recyclabilité des matériaux, la traçabilité des produits, l'éco-conception, etc., etc. Donc, on a fait un focus éco-conception. Donc, ce qui est important, c'est préserver son présent et son avenir, préserver l'avenir des générations futures, préserver son écologie personnelle et environnementale. Et là, on verra que c'est à la fois un acte personnel comme un acte professionnel. Agir pour générer des économies, être exemplaire et atteindre le zéro déchet. Olivier, quelque chose à rajouter? Oui, on peut dire qu'aujourd'hui, la réglementation n'est pas encore applicable en France, puisque la plupart des réglementations sont applicables plutôt à partir de 2020. Certaines bien spécifiques sur les déchets alimentaires, par exemple, mais qui ne vous concernent que très peu. Enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que les établissements de santé roulent sous à peu près 45 familles de déchets différentes. Dans un établissement aujourd'hui, c'est ce nombre. Et pour vous donner un chiffre que vous l'ayez en tête, pour comprendre pourquoi certains vont vous solliciter dans les mois et années à venir, un établissement de 200 lits en sanitaire peut gérer à peu près 70 tonnes de carton, 90 tonnes d'ordures ménagères et 90 tonnes de dasserie. Chacun de ces déchets que je viens de citer, on est presque à 250-280 tonnes dans ce que je viens de dire, et bien chacun de ces déchets-là peut être la source de manière colossale, voire près de moitié, ensuite traité et revalorisé. Donc il est évident que les établissements qui vont vous appeler sur des appels ou des cahiers des charges en vous demandant le poids d'emballage, le poids des usages directs ou indirects, et bien derrière, c'est pas pour embêter l'industriel ou le fournisseur, que lui-même a plusieurs dizaines, voire centaines de tonnes à traiter par an. Atteindre le zéro déchet est un gros défi. C'est plutôt un terme générique pour dire que on va s'engager à réduire de façon drastique les emballages. Donc il y a plusieurs façons de le faire, et, notamment l'éco-conception. Peut-être que le vrai objectif serait atteindre zéro déchet non revalorisable. Voilà, peut-être. Donc zéro enfouissement. Donc l'éco-conception touche les trois sujets qu'on devait vouloir aborder aujourd'hui, c'est l'emballage et le transport et la logistique. Puisque plus on va réduire ces emballages et plus on va formater son éco-conception de produits, et moins il y aura de transport et de logistique. Donc du coup, eh ben, je passe sur une autre sur la logique de l'emballage direct et indirect. Parce que l'emballage, c'est pas juste la boîte qui entoure le produit, c'est l'ensemble des emballages indirects également, qui vont de la palette au film polyuréthane, les mousses et divers polymères qui, la plupart du temps, sont pas revalorisés ni revalorisables. Donc, il faut prendre en considération l'ensemble, en fait. Aujourd'hui, majoritairement en incinération. Ça est une vraie ressource. L'éco-conception, des travaux de l'ENEC, un pôle d'éco-conception, a publié des informations en 2014 et ont trouvé qu'il y avait deux postures, deux figures majoritaires, c'était la vision et l'émotionnel. Et c'est souvent dans tous les concepts comme ça. Donc je vous ai mis l'extrait du tableau des définitions de l'éco-conception vue par l'ENEC, donc qui est à l'éco-conception, et qu'on voit que, évidemment, sur la vision, on retrouve les piliers du développement durable et de la RSE, et on voit l'opérationnel qu'il faut travailler sur pas mal de points très très précis qui vont être approchés de façon différente. Le produit en lui-même, pratique autour du projet, qu'ils sont efficients, donc ça c'est sous-entendu, mais comment le produit, le système et les cycles sont abordés, les contraintes que l'on rencontre, qui sont à la fois des contraintes
systématiques ou opérationnelles, mais aussi des contraintes légales ou réglementaires ou de normes, ou après des contraintes de logistique. On entend par exemple les problèmes sur les médicaments où les validités ne peuvent pas être implémentées sur le cas en lui-même puisqu'il n'y aurait pas la place. Donc toutes ces conditions de fabrication, que ce soit une approche systématique, holistique. J'ai une question qui parle de la vision holistique. Une vision holistique, c'est une vision à 360 degrés qui inclut tous les paramètres d'un projet. Tous inclus. Et c'est une vision inclusive de la situation. Tu as une définition? Non, c'est une vision juste globale. Je peux peut-être vous citer un exemple. Ça fait quelques années qu'on essaie de travailler avec certains d'entre vous sur la problématique du transport des médicaments qui nécessitent de respecter la du froid. Aujourd'hui, nous sommes confrontés souvent dans des établissements, notamment qui font de la chimiothérapie, sur des médicaments très sensibles. Ça, la problématique de ce qu'on appelle les eutectiques, c'est un terme peu connu, mais ce sont les pains de glace en fait qui maintiennent le froid. Hélas, ces pains de glace, la plupart du temps, sont à usage unique et jetés. Donc ça représente des sommes absolument colossales, ça représente une pollution qui n'est pas anodine puisque la plupart sont composés de dérivés de pétrole. Alors certains établissements ont mis en place des systèmes de revalorisation en les redonnant aux associations locales ou au personnel, mais quand vous êtes à 4000 eutectiques par an, c'est quand même compliqué d'en distribuer 4000. Donc le fait de supprimer ces eutectiques, est-ce que ça vaut le coup véritablement sur une empreinte environnementale en transformant cela en camions réfrigérés dans toute la France? Pas forcément. Donc la vision holistique, ça peut être justement de faire une analyse en global, une analyse du cycle de vie du produit pour prendre la bonne décision, être en capacité d'équilibrer cette décision. C'est des fois un petit peu ce qui manque dans l'approche française, c'est de prendre des décisions des fois éclairées, mais pas forcément toujours implicites pour celui qui découvre l'offre. Donc cette approche holistique prendra en considération une très globale et une communication également très globale. Là, par exemple, quand on étudie, et souvent la polémique, papier versus digital. Il faut une étude complète et du cycle de vie et du coût global. Mais aussi, ça doit inclure toutes les parties qu'on va voir après, de la conception, mais aussi de la distribution et de l'extraction des ressources en amont. Rien à voir, mais je vais me permettre de vous donner une information peut-être un peu calée, mais très éclairante, puisque ce que je vais vous dire, je l'ai appris hier. Faisant un travail sur les émissions de gaz à effet de serre du système d'aviation civile en France, que l'on montre souvent du doigt en disant que c'est quelque chose d'extrêmement émissif, on représente 3% des émissions de gaz à effet de serre françaises et ou mondiales, équivalent du gaspillage alimentaire que j'ai établissements de santé ou les clients, les Français que nous sommes. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a des choses devant nous qui peuvent paraître évidentes, comme la pollution vient des avions et de l'aviation civile. Eh bien, pas du tout. La pollution est bien plus prégnante de gaspillage alimentaire, et derrière le gaspillage alimentaire, il y a également tout le tonnage, l'emballage, l'obligation d'avoir certaines quantités. Donc, vous voyez, tout est qu'on peut aborder des sujets un peu différemment quand on a conscience de ces concepts. Rebondir sur cela, c'est encore aussi décalé, mais c'est intéressant. Il va y avoir la Plastic Attack le 2 juin. Donc, ce sont les consommateurs qui sont invités à être acteurs et qui vont aller déposer les emballages dans les grandes surfaces, entre autres, chez le fournisseur d'emballage. Donc, tout ça est intéressant. Et donc, du coup, plus vous allez anticiper ces actions des consommateurs, puisque c'est un mouvement qui est déjà vu le jour au Danemark, je crois, et qui a fait fureur. Le fournisseur, enfin le distributeur pour l'instant, se retrouve à les emballages sur son terrain de parking et devoir lui les valoriser. Donc la dépense financière lui revient de fait. Au niveau du traitement du déchet. Voilà. Après, vous avez évidemment, on vient de le dire, on vient de passer un petit moment dessus, c'est la prévention des déchets aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est comment on va extraire la matière première et quel coût elle a. Dans l'éco-conception, c'est important. Les stratégies et les mesures qui sont mises avec. L'approche proactive, donc qui va être une réaction
à la contrainte légale, mais une approche d'anticipation avant que la loi ne vous impose de le faire. Les procédés et procédures doivent être inclus dans l'éco-conception opérationnelle, et donc nous avons fait le cercle de ce qui est défini par l'éco-conception vu par l'INEC. Des questions à ce niveau-là? Donc, visionnaire, on rajoute bien que c'est bon pour les affaires aussi. Hein. Il n'y a pas que la contrainte d'être éco-responsable. Hein. À ce sujet, on est en train de travailler sur la réalisation d'un ouvrage que l'on pourra vous présenter dans quelques mois, puisque c'est un gros travail, sur performance RSE dans les entreprises dans le monde. Et on va découvrir au travers de tout ce que nous sommes en train de dire que les plus rentables dans le monde sont les structures et ceux qui sont plus engagés en termes de RSE. La FNOR communique dessus sur la 26 000. Les règles de l'étude des quelques entreprises qui sont à 6 000 et qu'il y a une performance économique de plus de 13%. Donc, conception, moi je trouvais qu'il y avait un outil qui était assez intéressant, c'est l'économie circulaire en termes de raisonnement. À laquelle j'ajoute le pilier social parce qu'il manque dans la roue de l'économie sociale et de l'économie. Et donc, je rajoute un pilier. Donc, si vous enlevez le premier pilier, économie sociale et solidaire, vous vous retrouvez avec la version de l'ADEME sur l'économie circulaire. Seulement, moi, je pense que c'est important d'inclure la vision sociale dans cette économie sociale, solidaire et sociétale. Donc, ce pilier-là, c'est quoi? C'est de l'emploi local, c'est la transmission et l'information et c'est la gouvernance et le management. Ce sont engagements. Donc, évidemment, ça part des outils comme la qualité de vie au travail, ça part des outils comme tout ce qui peut se mettre en place pour que les collaborateurs soient performants et opérationnels. Il est prouvé que la qualité de vie au travail améliore considérablement la productivité de vos collaborateurs et leur bien-être. Titre aussi les centres d'aide par le travail, hein, qui sont absolument considérables dans notre pays. Il existe même un catalogue en ligne qui permet d'identifier région par région établissements qui sont justement des établissements engagés sur ces sujets-là, avec les différentes prestations ou produits dont ils ont responsabilité. C'est un catalogue que l'on peut vous faire suivre si vous êtes intéressé. On mettra là un compte rendu, comme on a fait la dernière fois sur l'annuaire des ESAT. Voilà. Après, donc, dans le pilier de l'ADEME, il est défini qu'il faut une économie industrielle et territoriale. Donc, l'interaction entre les acteurs locaux. En effet, votre industrie doit être en parfaite adéquation avec le territoire qu'elle occupe. Donc, plusieurs démarches, dont une de participer à la vie de la collectivité ou du territoire, mais aussi de travailler avec les facultés, avec d'autres industriels que l'on voit dans l'économie de la fonctionnalité. L'économie de la fonctionnalité, c'est le matériel que vous prêtez entre vous. Donc, par exemple, vous avez un collecteur commun de déchets que vous valorisez dans tout votre immeuble quand vous avez un siège social ou avec une usine de proximité quand vous êtes sur une zone industrielle. Il y a évidemment le réemploi qui est le premier des quatre que l'on va voir. C'est avant de dire que c'est un déchet, c'est comment je peux l'utiliser, l'usage que j'en fais, et l'usage des déchets et des matériaux. C'est pour laquelle nous ne parlons plus de déchets, mais de matières résiduelles. C'est ce qu'a décidé le Canada il y a quelques années et ça fonctionne bien, puisque la quasi-totalité des matières résiduelles aujourd'hui dans notre pays sont revalorisables. Alors, à la COP21, j'avais imposé qu'on ne parlait plus de déchets, mais ça a été très compliqué parce qu'il y a une notion légale du déchet et on appelait ressources résiduelles. Ça avait été accepté par tous, mais malheureusement, le déchet a une connotation légale. Résistance civile. D'accord. Donc, dans le compte rendu, ça sera plus déchets, mais ressources résiduelles. Ou matière résiduelle. Résiduelle, ok. Donc, vous choisissez, mais en interne, voilà. Donc, comme l'attaque plastique, résistance civile. Prenons un exemple extrêmement concret d'un résiduel qui en
France n'est pas traité et qui représente des centaines de millions de tonnes, ce verre médicamenteux. Aujourd'hui, médicamenteux dans les établissements sanitaires, par la plupart du temps, soit en ordures ménagères, soit mieux en DASRI, qui n'a aucun sens. Alors, on peut valoriser le verre médicamenteux, qui est d'une M qualité. Et il n'existe pas en France, on a essayé de les décrypter, de les dénombrer, de centres spécialisés sur le sujet. Alors que certains centres de santé aujourd'hui sont à 100 tonnes par an de cette matière revalorisable à l'infini. Et pourquoi pas, dans ces cas-là, prendre le modèle allemand qui consigne du verre, hein. Le fait de la consigne aussi, hein, pour être concret. Sauf qu'il faudrait, si on était dans le monde merveilleux de Mickey, un éco-organisme financé par les industriels qui sont en ligne, sans tousser, pour permettre de revaloriser cette matière. Aujourd'hui, on ne peut pas mettre du verre médicamenteux dans le casier Avitel qui est sur le parking de Carrefour. Donc, il faudrait vraiment une filière spécifique. Mais ça fait partie des matières résiduelles qui représenteraient des économies assez colossales au niveau d'un pays. Pardon, et de la création d'emplois locaux pour reboucler avec la proposition d'économie sociale et solidaire. Ouais. Donc, la réparation, donc d'abord, je réemploie tel qu'est mon produit, ensuite, je le répare. Par exemple, dans la réemploi de ce qui pourrait être fait, on a vu le verre, mais la réparation, c'est le meuble qui est cassé, eh bien, le fait reprendre par Ecomobilier qui va le réparer ou par Emmaüs qui vont le mettre dans le circuit après. Donc, à la fois réduire les pollutions et c'est améliorer la qualité du process et la qualité des produits et services. Appliqué chez vous. J'ai un petit exemple sympathique en région du côté de Toulouse. Les pharmacies d'officine, donc de ville, qui ont des meubles qui leur sont livrés souvent avec les produits cosmétiques, des meubles entiers qui sont jetés quand la gamme change depuis de PFL à PLV, et certaines pharmacies ont décidé de les offrir aux artistes et à des associations locales parce que c'est en fait de mobilier. C'est du réemploi plutôt que de charger les centrales d'incinération ou d'enfouissement. En vision de réutilisation, donc je prends ma prestation de service ou mon produit ou mon matériau et je le transforme pour le réutiliser dans un autre moyen, donc en effet un support artiste. Donc après l'avoir réparé, je le réutilise, je le recycle, donc là je fais appel à des gros acteurs ou des petits acteurs de la valorisation du déchet et je fais en sorte qu'il soit recyclé. J'arrive donc du coup un produit et un service respectueux du milieu naturel. Et quand je dis milieu naturel, j'inclus que ce soit la nature comme l'être humain et les animaux, etc. Donc toute la biodiversité qui peut être inclus dans le milieu naturel. Et du coup, j'ai un produit éco-conçu puisque ça inclut toutes ces étapes-là dans sa action. Comment, et que je me suis posé la question à chaque fois, comment employer ma main-d'œuvre, interagir avec les acteurs locaux pour réduire mes déchets ou mes matières résiduelles. Quand je vais utiliser au mieux mon matériel, est-ce que j'ai besoin d'acheter une machine tout seul ou est-ce que je peux la partager? Comment cette matière finale va être réemployée, réutilisée, si elle peut être réparée, si elle peut être réutilisée et si elle peut être valorisée. Et donc, j'ai répondu à toutes ces questions-là et j'ai fait une économie circulaire et sociale. Donc, vous voyez, ce raisonnement-là vous aide à mettre de l'éco-conception et faire de votre produit quelque chose d'éco-conçu. Une idée aussi qui peut vous aider à faire germer d'autres idées. La nouvelle réglementation sur les groupements hospitaliers de territoire va inéluctablement changer l'approche en région. Lorsque vous avez dans un groupement hospitalier une quarantaine d'établissements qui sont les plus gros consommateurs ou les plus gros producteurs de déchets, eh bien inéluctablement, cela sera des revalorisations qui n'étaient pas possibles jusqu'alors. Pardon, le film polyéthylène, je le vois depuis quelques mois, qui entoure toutes les livraisons, que ce soit de linge, de médicaments. Ce film polyéthylène est 100% revalorisable. Sauf que si on prend juste le film polyéthylène d'un établissement, ça ne nécessite pas de faire venir un camion. En revanche, demain, revaloriser le film polyéthylène à l'échelle de 10, 20, 30, 4 établissements sur un territoire permet de réduire les impacts environnementaux, sanitaires et économiques. On est bien au cœur de la responsabilité sociale et sociétale. Et même au lieu de se contenter des établissements de santé, rapprocher de la grande distribution qui, elle aussi, a ce film-là, d'autres acteurs de proximité
proximité, Restauration. la restauration par exemple, les cantines, les restaurations d'entreprise qui peuvent mutualiser et co-construire ensemble la solution. Donc vous, industriels, votre rôle est de réduire au maximum vos âges, mais aussi de proposer des solutions de valorisation à vos établissements de santé, vos clients, quels qu'ils soient, de quelle que soit la profession. Parce que en fait, si vous promouvez cette pratique, par exemple, un acteur de la restauration qui aurait un établissement de santé d'une commune avec la cantine de la fac ou la cantine de l'école primaire qui mutualiserait sur toute la commune cette livraison et gestion du déchet, et donc deviendrait tout de suite plus vertueux. Certains fournisseurs le font déjà, je ne vais pas les citer, mais notamment les fournisseurs de linge industriel dans l'hôtellerie ou la santé, qui proposent par rapport concurrent de récupérer le film polyéthylène. Par exemple. Est-ce question des qu'on vous apporte? N'hésitez pas de notre pour poser vos questions. Aidez-nous. Bon. Donc, question-réponse. J'en profite pour toujours donner un petit éclairage sur l'économie de fonctionnalité, qui est quelque chose qui est en France naissant en fait. Pas trop ce que c'est en réalité. En revanche, c'est un des marchés de demain. Je vais vous donner un exemple sur le handicap. Les handicapés, structures qui accueillent des handicapés qui ont ou pas des véhicules spécifiques pour traiter des handicapés. Et bien que ces véhicules sont très peu utilisés, il se peut qu'ils ne sortent qu'une fois par jour. Eh bien, dans certaines régions comme Montpellier, une application a été inventée comme c'est le Blablacar, l'équivalent du Blablacar, où en fait, quand quelqu'un est doté d'un véhicule comme celui-là, il met à la disposition de ses petits camarades pour que ce soit utilisé par d'autres. Ça, c'est la véritable économie de fonctionnalité qui évite des véhicules qui servent à rien. Alors certes, ça ne va pas plaire à celui qui vend le véhicule, mais en revanche, en termes d'investissement, d'impact écologique, de places de parking et de consommation de matière, eh bien, ça a beaucoup de sens. Mais faire un grand acteur qui utilise bien l'économie de la fonctionnalité, qui a diversifié les activités de ses collaborateurs en créant la collecte du papier, qui était à la base un facteur. Voilà. Donc, et ils se sont appuyés sur aussi le pilier social et solidaire, puisqu'ils ont fait travailler des personnes en insertion professionnelle. Ils font raison de médicaments, je crois, depuis peu. Et ils font de l'accompagnement des personnes isolées. Voilà. Donc ça, c'est l'économie de la fonctionnalité. C'est au-delà de son propre métier, aller plus loin et voir si. Alors là, je mets un exemple. C'est vrai, le prêt matériel entre industriels est le premier vecteur, en fait. Toute question. Alors, information, la prochaine session, là, j'ai une contribution. Peut-être avez-vous des témoignages de ce que vous faites comme économie circulaire dans votre ou économie éco-conception dans votre métier? N'hésitez pas. On peut le laisser anonyme, bien sûr, mais c'est intéressant que vous nous fassiez part de votre maturité sur ce sujet, ou si vous êtes au balbutiement, ou voilà. Vous avez faim? On les a perdus en route. Je sais pas. C'est le 12 juin, sur la deuxième partie. Et donc là, c'est comment activer le zéro déchet. Alors, nous avons un témoignage. Nous avons eu des produits, alors je dis témoignage tel qu'il est, nous avons eu des produits qui se sont retrouvés en vente chez eBay. Oh, donc notre groupe redouble de prudence avant de donner des produits pour le recyclage. Oui, bien sûr. Et oui, ça, il faut l'anticiper, c'est clair. Et comment vous avez réagi? Quel est ouais, le recyclage, c'est son indiscrétion. Du mauvais,
en ligne monétaire. D'accord. Des draps. eBay. D'accord. Et vendez plus cher que ce qu'ils les avaient achetés. En fait, Bon, c'est interdit. c'est interdit par la loi, ça. Ouais. Après, et autre témoignage. Sur nous, on a témoigné sur quelque chose qui était légal. Oui. On a les dérives que cela peut avoir. Et ça, plus anticipé. Donc, si on revient à ce circuit de questions, Okay. plus vous anticipez toute cette roue, et moins vous retrouverez avec vos produits sur eBay, en fait. Vous aurez la main et vous aurez comment sensibiliser vos acheteurs à réutiliser ou réparer ou réemployer, et vous leur aurez donné des solutions pérennes qui feront que vous maîtriserez la solution. Bien. Je vais voir. Fonctionnalité. D'accord. Alors, je vais lire la phrase. Nous sommes au début de notre démarche, mais je viens de me rendre compte que nous faisions de l'économie de fonctionnalité. Nous optimisons le taux de remplissage de nos camions dédiés en proposant nos places libres aux entreprises locales qui livrent comme nous dans les établissements de santé. Moi, je pense que cela rentre dans cette démarche, mais totalement. Vous avez intérêt à clairement le mesurer. J'espère que vous le faites, mais si vous ne le faites pas, faites du rétroactif, parce que là, vous êtes clairement dans une démarche qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20% en 2020 et 40% en 2030. En revanche, il faudra garder les éléments de preuve de tout ça. Donc, il faut les collecter au fil de l'eau, parce que sinon, vous serez obligé de le faire dans 5 ou 10 ans, et là, ça vous coûtera une petite fortune. Là, en fait, il faut mettre des outils de mesure rétroactivement, c'est très simple. Les kilomètres que vous partagez, avec qui vous les avez partagés, les entreprises locales, combien d'entreprises locales et ils ont parcouru. Oui, il faut absolument que vous ayez un petit tableur Excel tout simple, parce que l'heure mensuellement, c'est relativement aisé. Si vous le faites après 2020 pour prouver que vous avez réduit vos émissions de gaz à effet de serre, soit vous ne le ferez pas et vous serez obligé de payer de la taxe carbone, soit vous serez obligé de le faire rétroactivement. Et là, en termes de travail, après, c'est juste très compliqué. Tout simplement, vous mettez en place un tableur qui va automatiser, vous remplissez les kilométrages, ça va vous calculer le taux de CO2 que vous aurez économisé. Hein? Exactement. Je pense. Voilà. Et le plus rapidement possible, et essayez de rattraper. Depuis quand vous le faites à peu près? Il faut surtout le mesurer par rapport à la période où vous ne le faisiez pas. Environ 3 mois. Voilà. Ouais. Et donc, il faut comparer. Il faut en effet comparer si vous ne le faisiez pas. Donc, dans votre tableur, le share et à côté, sans partage. Et vous allez voir les économies de CO2 que vous faites. Témoignage. Ça, c'est témoignage, en tout cas, expérience. Quand vous avez mesuré, vous pourrez nous faire part de votre retour d'expérience, enfin, les économies que ça génère à la fois financières et à la fois parfait, merci. Ok, très bien. Demain. Peut-être parce que vous n'étiez pas sûr que ça rentrait dans la démarche, donc peut-être que il y a des zones d'ombre entre réemploi, réutilisation, économie industrielle et territoriale. Là, on vient d'illustrer l'économie de fonctionnalité, donc c'est parfait. Mais c'est pas, faites de vous remonter. Bah, donc on est de plus en plus rapide dans nos. Le prochain, c'est le 12 juin. Sur la deuxième partie qui va concerner donc les ressources résiduelles, on va faire plus un focus là-dessus, peut-être des innovations. Et nous refaisons les ACOD l'année prochaine, enfin, à partir de septembre.
Et maintenant, le prochain rendez-vous est le 6 septembre, et vous allez avoir l'agenda avec le compte-rendu d'aujourd'hui, puisqu'on les a déjà prévus, et avec les thématiques. Donc, le nouveau regard, c'est que ce sera un regard croisé. Donc, à la fois des établissements de santé qui vont venir témoigner de leurs attentes et un prestataire qui va, ou un fournisseur qui va témoigner de comment il l'a mis en place. Voilà. Donc, questions. Bien. Merci de votre participation. Et là, j'ai oublié de mettre la nouvelle date, mais c'est pas le 3 avril, c'est bien le 12 juin. Je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.